pense que... Écoutez, comme on est sur des plages de temps qui sont assez ramassées, on va commencer. Ah, voilà. Bonjour. Comment on va? Ça va, merci. Pardon. Donc l'idée de cet atelier, on est bien d'accord, c'est un atelier, ce ne sont pas une série de conférences, c'est de revenir sur un phénomène qui nous avait interpellé il y a déjà quelques années, parce que cet atelier, en fait, je dirais qu'on le tire depuis plusieurs années, puisque comme vous le savez, les assises ont été déplacées plusieurs fois, les thématiques ont été déplacées, et enfin, on a le temps, et on peut se retrouver ensemble pour aborder ce sujet de la multiplication de textes qui concernent le travail des journalistes, qui concernent les publications d'informations, le contexte dans lequel on peut parler ou ne pas parler d'un certain nombre de choses. On avait vu passer un certain nombre de textes déjà à l'époque, notamment tout ce qui tournait autour du secret et notamment le secret des affaires, qui nous avait quand même sacrément interpellés par rapport à la possibilité de continuer à travailler sur un certain nombre de domaines économiques et de le faire, y compris avec de l'investigation. Et puis l'actualité de la dernière année, évidemment, nous a montré que la créativité législative en France était sans limite et que lorsque, notamment, il est question pour les journalistes de travailler sur le terrain et que les choses bougent dans la rue, eh bien, et que notamment les forces de l'ordre sont en action, eh bien, ce n'est pas toujours aussi simple que ça, peut-être, de rendre compte, notamment si on travaille avec des images, de rendre compte de ce qui se passe. Donc, la thématique, plus que jamais, s'imposait à nous. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire un débat tellement, je dirais, sur ce que nous pensons du droit. C'est un sujet qu'on peut tout à fait, d'ailleurs, aborder, ou de comment évolue le droit de la presse. Ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose d'assez pragmatique, c'est de se dire, bon, depuis une dizaine d'années, on dit une dizaine d'années pour se donner une échelle de temps, il s'est passé beaucoup de choses en termes de production du droit. Qu'est-ce que ça a comme effet sur la pratique journalistique concrètement? Qu'est-ce que ça a comme effet pour la pratique des éditeurs? C'est pour ça qu'autour de la table, on a à la fois des journalistes et à la fois des éditeurs ou des responsables de rédaction. Et puis bien sûr, on ne pouvait pas parler du sujet sans avoir recours à quelqu'un de l'art, et notamment donc à une avocate qui est habituée à traiter de ces sujets de droit de la presse. Alors, j'ai distribué, mais effectivement, je ne pouvais pas faire, je ne savais pas combien on serait, etc. Donc, je n'ai pas fait suffisamment de documents, mais j'ai distribué un petit document que Emmanuel Derieux, qui aurait dû être avec nous, mais qui a des impossibilités. Vous savez qu'Emmanuel Derieux produit une Bible sur le droit de la presse depuis des années et des années. Et il avait notamment, c'est lui qui avait beaucoup parlé d'inflation législative depuis des années, et notamment de cette notion d'insécurité. C'est-à-dire, à force de produire du droit, on produit surtout de l'insécurité pour les gens qui doivent travailler sur l'information. Et je lui ai dit, mais Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire quoi, inflation? Il m'a dit, on va faire un petit recensement. Et c'est ce que je vous ai distribué à certains d'entre vous. Donc, si j'ai bien compté, sur 10 ans, c'est des 10 dernières années, il a recensé 41 textes qui ont un lien plus ou moins direct avec le travail des journalistes. 41, donc ça fait à peu près 4 textes par an sur une dizaine d'années. Mais il y a des années plus créatives. 2020, c'est 9 textes. Donc voilà, très concrètement, et pour ceux qui s'intéressent donc au sujet, Emmanuel a pris le soin de vous donner les références des textes, etc. Bon, alors j'en ai pas fait assez. Je fais circuler une feuille dans la salle pour ceux que ça intéresse. Mettez-moi simplement votre mail et je vous renverrai ça dans demain ou après-demain. Donc vous aurez tous ce document. Alors ce que je vous propose, donc, comme je l'ai déjà dit un peu avant que nous commencions, c'est d'abord un échange bien évidemment entre les personnes que nous avons invitées à discuter autour du sujet, mais un échange avec vous. Peut-être que certains d'entre vous ont vu des tweets des tweets que j'ai fait passer cette semaine en disant si vous avez des témoignages qui sont sur nos thématiques,
proposez-nous d'en parler, hein, on vous donnera la parole. Et donc nous allons tout de suite commencer. Alors quels sont nos invités? Je disais qu'il y avait une avocate, donc, qui est Amélie Tripet, qui travaille dans le cabinet Auguste Debouzy. Comment? Avec Basile Adair. Avec Basile Adair. Donc je disais qu'il y avait des responsables de rédaction ou de médias. Nous avons donc Franck Anézé. Levez la main. Hein. Qui donc c'est le groupe Sopress. Et notamment, moi j'avais pensé notamment à Society, où cette année vous avez quand même sur un certain nombre de sujets beaucoup traité de choses peut-être on pourrait imaginer que par rapport au secret de l'instruction, par rapport à un certain secret de l'enquête et tout ça, il y avait peut-être des manières d'aborder le sujet ou pas, d'une certaine manière, etc. Mais dans d'autres domaines, puisque vous faites beaucoup de reportages, etc. Deuxième invité qui a aussi la charge d'un titre et d'une rédaction, c'est Samuel Petit, donc, qui est rédacteur en chef au Télégramme. Donc ça nous intéressait beaucoup de voir comment un quotidien régional, au jour le jour, dans les différentes échelles d'ailleurs de traitement d'informations qui sont les leurs, est amené à aborder ces sujets-là. Donc je disais journaliste, donc Fabrice Arfi, qui est on dit dans l'investigation ou dans l'enquête, donc au sein de Mediapart. Et j'ai demandé également à un vieux camarade, Christian Doriac, de nous accompagner dans cette aventure. Christian, moi j'avais pensé à lui évidemment parce qu'on a beaucoup parlé justement de la manière dont les journalistes de télévision allaient pouvoir travailler sur le terrain si on continue à être aussi inventif, comme je disais tout à l'heure. Et puis par ailleurs, Christian suit toute une série d'affaires, plutôt à l'intérieur des endroits où on juge, plutôt d'ailleurs je crois au niveau prud'homal, hein, je crois. Commission arbitrale surtout. Comment? Commission arbitrale des journalistes. Ah oui, pardon. Et là... Prud'homal, c'est plutôt Dominique qui suit ces dossiers-là. Et là, Christian le fait pour le SNJ, et donc oui. Comme je disais, si d'autres personnes veulent intervenir... Et puis je passerai la parole, il n'était pas dans notre panel d'origine, mais il m'a fait un petit clin d'œil en me disant cette semaine, moi j'ai peut-être quelque chose à dire à Marc-François Bernier, qui est chercheur à l'université d'Ottawa, et il me dit, nous, il se passe tout un tas de choses au niveau de la jurisprudence et des questions qui sont liées à la déontologie, ça me paraît intéressant qu'il puisse nous donner... son regard, voilà. Et puis, comme je vous le dis, vous aurez les uns et les autres à parler. Alors, 4 thématiques que j'aimerais bien qu'on aborde. C'est pas forcé qu'on le fasse de manière très très séparée, mais c'est peut-être bien d'avoir un peu un cheminement. La première idée, c'était qu'est-ce que ça peut être l'insécurité en matière de droit? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette notion d'insécurité? Et ça, je vais te demander plutôt à Amélie de nous dire comment elle ressent cette thématique. Le deuxième thème que j'aimerais qu'on aborde, qui va peut-être venir tout à fait naturellement derrière, c'est est-ce que tout ça, ça finit par être dissuasif? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on finit par ne plus pouvoir ou ne plus savoir très bien comment aborder certains thèmes, ou à force de les contourner, on finit par avoir beaucoup de difficultés à les traiter? Le troisième thème, pour ça je vous ai dit, on est dans le pragmatique. Très concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau des poursuites, des plaintes, etc. Est-ce qu'il y a aussi inflation de ce côté-là? Et puis, dernier point, parce que c'est quand même quelque chose notamment lorsqu'on est dans des médias qui ne sont pas forcément hyper puissants ou hyper solides, qu'est-ce que ça produit en termes de coûts, de surcoût pour un centre de rédaction, quand on est obligé de passer régulièrement à la case. Je discutais hier, il peut pas être là avec nous ce matin, avec Jacques Transo, donc de Médiacité. Il me disait, écoute, j'ai eu une affaire là avec un maire, je crois que c'est à Vienne ou je sais pas où. On a eu une affaire avec lui. Finalement, on a gagné, mais ça nous coûte quand même 4 000 €. Bon, c'est un petit site, hein, enfin c'est un site qui est en cours de développement. C'est loin d'être anodin. On gagne, mais on passe à la caisse quand même, quoi. C'est par ailleurs un site qui est en difficulté en ce moment financière. Donc, entrons dans le sujet. Madame Maître Amélie Tripet, si vous voulez nous donner quelques éléments sur cette question d'insécurité, ou est-ce que ça fait écho pour vous? Et puis... Très bien, merci.
ça fait 20 ans que j'interviens aux côtés d'entreprises de presse, notamment pour Le Parisien et France Inter. Moi, je vois une inflation évidemment législative. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire le détail des 41 lois applicables. Il faut savoir que depuis en gros 10 ans, il y a eu énormément un travail législatif sur toutes les infractions qui concernent les contenus. Pardon. Qui concernent les contenus. On le désinfectera ensuite. Sur la qualité de l'enregistrement. Ouais. Voilà. Une inflation législative sur l'encadrement des contenus haineux, un allongement de la prescription à 1 an, une facilitation de la procédure pénale maintenant par une mise en examen du directeur de la publication et du journaliste par lettre recommandée, alors qu'auparavant, le directeur de la publication était obligé de se déplacer pour être entendu et mis en examen par le juge d'instruction, sachant que à la louche, 2/3 des procédures de diffamation sont engagées par voie de plainte avec constitution civile devant le juge d'instruction. Et plus dernièrement, une tentative d'encadrement des plateformes, des grands réseaux sociaux avec des lois qui ont fait, loi Avia et compagnie, qui étaient retoquées par le Conseil constitutionnel. Et puis la loi séparatisme qui a été adoptée le 24 août, dont le décret d'application est en cours de débat et qui donne lieu à de grands débats, puisque Twitter, qui est quand même visé au premier chef dans le projet de loi, ne sera a priori pas concerné, ce qui est quand même un comble. Pardon. Moi, je voulais vous parler, au-delà de l'inflation législative, il faut savoir que dans la jurisprudence de la Cour européenne, le principe, c'est la liberté d'expression. Toute exception à la liberté d'expression doit être prévue par la loi. Le problème, c'est que ces lois, pour la plupart, renvoient à des critères d'application qui sont définis par le juge. Donc, nous avons un premier aléa de ce côté-là, puisque la jurisprudence qui est en France, je dirais, majoritairement fixée par des magistrats spécialisés de la Chambre de la presse, la 17e du tribunal de Paris, qui sont la seule exception en France, c'est-à-dire que ce sont les mêmes magistrats qui siègent à la fois dans la formation civile et dans la formation pénale. Mais il faut savoir que la presse étant la plupart du temps à diffusion nationale, une partie qui s'estime mise en cause dans un article peut saisir n'importe quel tribunal en France. Donc très souvent, on a des décisions qui sont rendues par des juridictions n'importe où en France, qui ne sont pas du tout spécialisées en presse, ce qui augmente de facto l'aléa et l'imprévisibilité pour une éventuelle condamnation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en matière de presse, de droit de la presse, c'est une matière qui est extrêmement technique. Il y a peu d'avocats qui sont spécialisés dans cette matière. Je crois que c'est une des matières qui donne le plus lieu à sinistre auprès de la responsabilité professionnelle des avocats, parce que c'est un vrai chose-trappe. Quand on lit la loi sur la presse de 1881, honnêtement, c'est impossible de savoir comment on doit concrètement engager un procès. Conséquence. Il y a énormément, il y a quelques années, la statistique informelle qui circulait, c'était qu'un procès sur 2 n'arrivait pas au bout, soit parce qu'il y avait une irrecevabilité, une prescription, une nullité. Ça, c'est le travail des très bons avocats en droit de la presse qu'on a fait. On a un peu scié la branche sur laquelle on s'était assise. Maintenant, les juridictions ont un accueil moins favorable à ces exceptions de procédure, donc on a plus de décisions qui arrivent au fond. Et la conséquence pratique, c'est que les avocats des demandeurs, donc des personnes qui sont mises en cause, se disent « je ne vais pas prendre de risque ». Au lieu de faire une citation directe devant le tribunal correctionnel ou une assignation devant le tribunal, je dépose une plainte et après, c'est le juge d'instruction et le procureur qui se chargent d'identifier les responsables, d'interrompre la prescription. Donc, en schématisant, tout le boulot de l'avocat de vérifier la régularité de la procédure, il est minimisé par le recours à l'instruction. La conséquence, c'est que le journaliste découvre, non pas dans les 3 mois suivant la publication de l'article, qui est le bref délai de prescription de l'action en diffamation, mais souvent 9 mois, parfois 1 an, parfois 1 an et 2 mois. Donc nous, quand le journaliste découvre, plus d'1 an après la rédaction, la publication de l'article, qu'il est mis en cause, a-t-il gardé les preuves ? Pas nécessairement. Il s'était peut-être dit « Ah bah c'est bon, les 3 mois sont passés, maintenant je peux passer à autre chose ». Ça, c'est un premier écueil. Le second écueil que je vois dans ma pratique judiciaire, c'est que la preuve, malheureusement, la recevabilité de la preuve, elle peut se faire par tout moyen, mais en pratique, comment ça se passe ? Il faut des écrits.
Le journaliste peut se présenter à la barre pour dire invoquer le droit au secret de ses sources. Les juridictions spécialisées peuvent l'entendre dans la mesure où il a un discours suffisamment crédible et il explique qu'il a croisé ces informations et qu'il y a quand même plusieurs éléments pour justifier de la base factuelle suffisante, qui est un des critères principaux pour établir sa bonne foi, le fait qu'il ait fait une enquête sérieuse. Mais malheureusement, tout ça repose très souvent sur des preuves écrites. Des preuves écrites qui, j'insiste, doivent être évidemment antérieures à la publication de l'article, parce qu'il était censé les avoir en main au moment où il a écrit son article. Et dans ma pratique, ce que je constate, c'est qu'au tout début, quand j'ai commencé, les journalistes et les directeurs de la rédaction arrivaient au cabinet. On venait pour préparer une offre de preuve. On avait une montagne de documents. Donc l'offre de preuve de la vérité des faits qui doit être signifiée dans les 10 jours suivant l'introduction de l'action. C'est-à-dire que si on peut avoir écrit quelque chose de diffamatoire, mais si on arrive à prouver que c'est vrai, on est relaxé. La jurisprudence a une notion tellement restrictive de la vérité qu'en pratique, ça n'est jamais accepté. Et donc, je vois depuis 20 ans une dilution des preuves, de la qualité, de la consistance des preuves qui sont apportées par les journalistes. Vraiment, c'est quelque chose que je vois très concrètement dans ma pratique quotidienne. C'est-à-dire qu'au début, j'avais des journalistes qui venaient au cabinet, qui étaient hyper motivés, et on passait une demi-journée ou plus pour faire une offre de preuve, choisir quel témoin on va faire citer, quelle preuve, dans quel ordre, pour quelle articulation. Maintenant, concrètement, dans les 3/4 des cas, je n'ai rien. Et c'est à moi, c'est quand même un comble, c'est à moi de faire l'enquête a posteriori en ligne, en essayant de retrouver, alors évidemment c'est pas antidaté, alors la plupart du temps je tombe sur des dépêches AFP qui sont plus ou moins concomitantes, mais c'est pas parce que les autres le disent aussi que c'est nécessairement la preuve d'une enquête sérieuse, et je suis obligée de reconstituer ça, parce que ça va de pair aussi avec une précarisation de la profession, qui fait que souvent les poursuites sont engagées pour pas forcément des grands articles d'investigation, mais pour des faits divers. Ça a été écrit par des pigistes, ça a été écrit par des CDD qui sont plus en poste au moment où les poursuites commencent, et donc on se retrouve sans rien. Et ça, c'est une des difficultés auxquelles j'ai à faire face dans ma pratique judiciaire, et ce sur quoi je voudrais aussi, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos explications, c'est ce recueil, cette collection des preuves. Merci. Alors, on pourra répondre dans la discussion, mais je voudrais repartir un peu sur la question de départ et me tourner donc vers les 2 responsables de rédaction pour leur demander comment eux perçoivent cette question de fragilisation dans la pratique du journalisme, comment ça se pose pour eux. Est-ce que ça a amené à modifier les conditions dans lesquelles effectivement on aborde un certain nombre de sujets, et si c'est possible, qu'ils nous donnent des exemples concrets. Donc peut-être, on va commencer par le quotidien régional, peut-être, et puis donc le Télégramme, Samuel Petit. Bonjour à tous. Alors au quotidien, on est bien sûr confronté à ça, hein, même dans un quotidien régional. Il y a 20 ans, quand on était à peu près béton sur la diffamation, le droit à l'image et protection de la vie privée, on formait nos journalistes à ça et ça passait. Ça n'empêchait pas de faire les erreurs dont vous parlez, qui pouvaient être le fait d'inattention, de rapidité de la production, etc. Et puis le corset s'est resserré depuis une dizaine d'années. Au début, ça fait pas mal parce qu'on ne s'en aperçoit pas. Et puis aujourd'hui, il y a une forme de dissuasion générale de prendre des risques journalistiques, contrôlés et avec des preuves, évidemment, parce qu'on a énormément de doutes sur la sauce à laquelle on va être mangé. On a des affaires récentes qui nous ont un peu, dissuadés et qui nous poussent à faire attention. On a une affaire en cours à Lorient, d'une enquête que fait une journaliste autour d'une jeune femme qui a été brûlée, agressée par une femme qui voulait lui voler son bébé. Nous, on raconte l'histoire. L'avocat de l'auteur des faits nous prévient qu'il va déposer une plainte pour atteinte aux violations du secret de l'instruction. Voilà, donc un avocat local sur une affaire, on va dire, d'ampleur réduite, qui utilise cette petite porte juridique qui lui est donnée pour peser sur ma journaliste. Cette journaliste, elle est professionnelle, elle a de l'expérience, elle est solide.
Elle est béton, elle a tout ce qu'il faut. Elle a maîtrisé ce qu'elle prenait dans ce qu'elle avait comme connaissance. Elle a fait le tri dans ce qu'elle pouvait écrire. Et par contre, vous tombez avec un jeune journaliste, un pigiste, à qui on demande de travailler vite, et on se glisse dans quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va donner. Globalement, les conflits qu'on a eus récemment, ça reste de la diffamation et du droit à l'image. Notre dernier procès en diffamation, c'est dans une affaire agricole, on aurait pu en parler hier. C'est un négociant en légumes, conférence de la presse de la CGT. La CGT accuse ce négociant en légumes d'être esclavagiste parce qu'il a fait travailler des salariés étrangers sans contrat de travail. Le terme esclavagiste, c'est les erreurs de base. Ça passe tous les filtres d'une rédaction comme le Télégramme. Ça paraît, et évidemment, il n'y a même pas besoin d'aller au procès. Et ça, c'est les erreurs aujourd'hui les plus basiques, mais qu'on continue de commettre. On a tous les 3-4 ans, une défaite devant les tribunaux sur de la diffamation, et ça coûte entre 8 et 15 000 euros selon le niveau. Voilà. Le souci pour nous, c'est d'être toujours à jour avec nos journalistes sur le droit de la presse. Et c'est vrai qu'on forme en permanence les journalistes sur le droit de la presse, mais comme je le disais, avant c'était les trois sujets diffamation, vie privée, droit à l'image. Et aujourd'hui, il faut essayer de les ouvrir aussi à tout ce cadre juridique qui est quand même particulièrement instable ou d'interprétation particulièrement subtile. Ce qui finit par dissuader ou auto-censurer les journalistes. Comme je ne suis pas sûr, je ne fais pas. Et dans une rédaction de 215 journalistes comme le Télégramme, où on produit beaucoup, on traite énormément de faits divers, au bout d'un moment, les faits divers, ils deviennent des espèces de rapports de police, sans plus aucun apport des sources qu'on peut trouver autour, parce que on n'est pas bien sûr de ce qu'on est en train de faire, et on essaye de se battre contre ça. Le problème, c'est que ça nécessite un gros niveau de formation, et c'est pas le coût le plus élevé. Le coût le plus élevé, c'est plutôt les coûts extérieurs, conseils, avocats, et comme dans cette instabilité, là je parle en tant qu'éditeur et non plus qu'en tant que journaliste, dans cette instabilité juridique, on a le droit social, le droit fiscal, qui sont devenus kafkaïen. Une entreprise comme la nôtre aujourd'hui dépense des dizaines, des centaines de milliers d'euros en conseils fiscaux, sociaux, qui fait qu'on ne fait plus rien et qui joue d'ailleurs à l'inverse. Je pense au droit social, par exemple sur les CDD. Aujourd'hui, recruter un CDD, c'est quasiment se mettre un pistolet sur la tempe, parce qu'on prend des risques énormes. Ce qui fait que, au lieu de donner l'opportunité à des gens de pratiquer ce métier sur des besoins, provisoires, on finit par ne plus le faire. Et là, je crois qu'on revient sur la construction du droit en France, qui fait qu'un problème, une loi. L'air de rien, je pense que les médias le nourrissent malgré tout, parce que le monde de l'information, maintenant, c'est une actualité, un écho médiatique, la réponse, une loi. Donc, je pense qu'on fait partie de ce cercle infernal à vouloir répondre à tout problème dans ce pays par une loi. Le problème, c'est qu'on en devient victime. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est qu'on parle de cette inflation normative entre nous, mais que les médias en parlent très peu, très très peu. C'est pas un sujet dans les médias. L'inflation normative pour les agriculteurs, les indépendants, tout notre pays, c'est un sujet qui est très peu traité, étonnamment, alors que tout le monde nous renvoie ça, y compris dans les gilets jaunes. On n'arrive plus à rien faire. Et il faut que maintenant on en soit victime pour, je pense, qu'on s'y intéresse un peu. Donc au quotidien, quelque chose de peu sécure et de plus en plus de cas où on finit par s'auto-censurer. J'en parlais l'autre jour avec un de nos journalistes d'investigation. On pense que l'affaire du Mediator, l'affaire Servier, aujourd'hui, avec Irène Frachon, et la protection, le secret des affaires, on n'est pas sûr que l'affaire Mediator serait sortie dans ce pays. Donc, parce qu'on serait probablement retranché derrière ce risque juridique. Et pour finir, je suis trop long ? Non, c'est parce que je voulais te relancer sur la question. Je vais passer la parole à Franck. Tu as parlé t'as parlé aussi beaucoup du droit à l'image. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé cette année. Oui. En quoi ça fait écho, effectivement,
par anticipation, si un texte comme le texte qui a été finalement abandonné, l'article 28, c'est ça, avait été passé, concrètement pour vous, ça aurait on se serait censuré, évidemment, parce qu'on n'aurait pas pris ce risque nouveau. Le droit à l'image, c'est dangereux, le droit à l'image, il est important parce qu'il protège les gens, mais désormais, il est utilisé d'une manière quand même détournée. Les gens se mettent en avant sur les réseaux sociaux dans des situations hallucinantes, et quand on publie la photo normale de quelqu'un dans l'espace public, alors dans une manifestation en l'occurrence, là les antivax, c'est terrible. Les antivax, on va finir par ne plus publier les photos de manif parce qu'on pense qu'il y en a une sur laquelle on va finir par tomber. Mais il y a un fossé entre ce que les GAFA mettent en ligne, publient comme image, publient comme information dans un vide juridique avec une liberté totale, et des éditeurs qui, en gros, maintenant sont obligés de se poser la question à chaque photo publiée. D'accord. Alors, Franck, alors, moi j'ai cité Society, mais peut-être que je suis à côté de la plaque. Il y a aussi d'autres de vos titres qui sont aussi concernés. T'es pas à côté de la plaque, mais le plus concerné, c'est SoFoot, bizarrement. SoFoot, là, en ce moment, on doit avoir 4 ou 5 affaires en cours. Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, des affaires... Bon, nous, on en a toujours eu. On a toujours eu des affaires en cours, notamment liées à SoFoot. Donc, des affaires de diffamation, des affaires essentiellement de diffamation, d'ailleurs. Il se trouve que, Inch'Allah, on gagne quasiment... je crois qu'on a perdu une seule fois, qui était sur un truc de droit à l'image. On a publié une photo de quelqu'un dans un stade, et il nous a attaqué. On a perdu 6 000 € ce jour-là. Donc, c'était pas... dramatique, mais c'est la seule fois où on a perdu, sinon on a toujours gagné. Donc on va croire qu'on est bien entouré. Et par contre, effectivement, on dépense de plus en plus d'argent. Alors ça va aussi avec l'augmentation de nos publications, etc. Mais aujourd'hui, avant les avocats, je les avais 4 fois dans l'année, quoi. Maintenant, on les a toutes les semaines. Alors maintenant, c'est même plus moi qui les gère. J'ai un DG qui parle à nos avocats tout le temps, quotidiennement quasiment, parce qu'on a des affaires tout le temps. Et alors, moi, le problème que je vois, c'est pas tant un problème d'autocensure, même si sur un cas, sur SoFoot notamment, on avait fait un article sur le président russe de Monaco, qui s'est révélé être quelqu'un de très procédurier, et c'était un jeune journaliste, et lui, il était très impressionné par la procédure. C'est-à-dire que quand il s'est retrouvé à devoir parler devant un juge, etc., enfin, ça l'a vraiment, vraiment marqué, quoi. Et moi, je lui disais, mais c'est rien, on s'en fout, t'inquiète. Même si on perd, on paiera, t'inquiète. Toi, il se passera rien. On va te sortir du truc et tout se passera bien. Mais lui, vraiment, ça l'avait marqué sur le coup, quoi. Alors, après, il a eu une ou deux autres affaires depuis, donc il est rodé maintenant. il comprend ce que c'est. Mais sur le coup, je me souviens que ça l'avait vraiment marqué, quoi. Et les autres journalistes venaient me voir, ils me disaient, va lui parler, réconforte-le, il a besoin de savoir qu'on est derrière, etc., etc. Mais sinon, je sens pas d'autocensure, je sens pas ce truc-là. Par contre, je sens l'inverse, c'est-à-dire que, et notamment depuis l'affaire du secret des affaires, etc., il y a les entreprises, notamment, se sentent autorisées. En fait, il y a une défiance vis-à-vis du journalisme qui fait qu'il y a une espèce oui, on se sent autorisé à attaquer des journalistes pour un oui, pour un non, en fait. On a passé beaucoup de temps à protéger les entreprises, à protéger les policiers récemment, mais beaucoup moins de temps à protéger les journalistes, apparemment. Et du coup, il y a une espèce de facilité à attaquer et à entamer des procédures. Alors, bon, il se trouve que pour l'instant, nous, on s'en sort plutôt pas trop mal. Après, on n'a pas non plus la fréquence d'enquête d'un Mediapart, par exemple, ou quoi que ce soit. Nous, on a des enquêtes qui sont souvent moins importantes. Mais malgré tout, on a eu un problème avec Qatar Airways, par exemple. On avait fait une enquête sur les conditions des hôtesses chez Qatar Airways. Ils nous ont attaqués. Ils ont changé donc les hôtesses chez Qatar Airways, pour mémoire, n'avaient pas le droit de se marier, ne pouvaient pas sortir après 21h30, etc. Dans leur vie quotidienne, c'était assez fou, le contrat de travail. Et ils ont changé ça, mais ils nous ont quand même attaqués. Ils ont perdu, mais ils se sentent autorisés à attaquer. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure en parlant de médiacité, le problème de l'attaque, c'est que ça fragilise. Alors, quand on était tout petit, c'était vraiment un problème, parce que dès qu'on avait des frais judiciaires, on se disait merde, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, maintenant, on est un peu plus rodé, et puis on est un peu plus costaud, donc c'est moins problématique. En tout cas, ça nous affaiblit moins. Mais effectivement, dans le cas d'un Médiacité, par exemple, qui en ce moment cherche des subscriptions, etc., perdre 4 000 €, ou en tout cas dépenser 4 000 € de frais juridiques, c'est pas neutre, en fait. Et c'est la multiplicité des procès
qui fait qu'au bout d'un moment, effectivement, moi je ne sais pas combien on a de frais d'avocat à l'année, mais ça commence à devenir conséquent, quoi. Alors je vais passer à Fabrice, parce que comme on a parlé du ressenti du journaliste devant le juge, mais plus généralement, il ne s'agit pas donc de parler de la situation générale de Mediapart par rapport à ça, mais vous concrètement, à l'aube d'une enquête, en train de travailler sur un dossier, comment ces questions-là peuvent se poser, et puis lorsque vous vous retrouvez effectivement avec un certain nombre de difficultés, comment ça se passe, et est-ce que c'est souvent d'ailleurs ? Merci beaucoup. Si vous me permettez, juste avant de discuter du sujet de notre table ronde, je ne peux pas ne pas avoir un mot sur ce qui s'est passé aux assises concernant Nicolas Hulot, pour une simple et bonne raison, c'est que ma venue ici a été questionnée et a fait débat au sein du journal pour lequel je travaille, où des avis divergents se sont exprimés, et donc il a été convenu que je dise juste quelques mots, ce sera quelques secondes, que plutôt que d'annuler ma venue au débeauté pour une table ronde qui n'a ni de près ni de loin à voir avec Nicolas Hulot, ce que je n'ai personnellement jamais envisagé, j'ai préféré venir évidemment honorer votre invitation, dont je vous remercie, remplir mon engagement, mais aussi dire pourquoi l'attitude des assises face au mouvement qui a été initié par des consoeurs et des confrères a pu interroger, y compris en interne au sein du journal pour lequel je travaille, et qui, par ma présence, je représente d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'inviter Nicolas Hulot sur la responsabilité des médias, sur la crise climatique, sans envisager de discuter du traitement journalistique, dans tous les sens du terme d'ailleurs, de la mise en cause publique de l'ancien ministre, alors que nous sommes ici aux assises du journalisme, fermer la porte au propre comme au figuré à cette discussion pourtant légitime et qui surgit, parler de prise d'otage, comme j'ai pu l'entendre, arguer du fait que la clause de la crise climatique pourrait surclasser celle des violences sexuelles, oui, ça peut interroger. Évidemment, tout ça n'enlève rien au débat que doivent et peuvent susciter certains arguments qui ont été développés en sens inverse. C'est bien le sel du débat. Et la question n'est pas celle de l'issue judiciaire du dossier, ni de celle de la place de Nicolas Hulot dans le débat public, comme j'ai pu l'entendre aussi. Personne ici, je crois, ne se rêve en un destin de procureur ou de censeur, mais celle des assises qui, parce qu'elles ont esquivé et puis parce qu'elles ont justifié ensuite, ont pu donner l'impression de considérer la question des violences sexuelles comme un débat accessoire. Voilà. Cela étant dit, donc, merci beaucoup pour la table ronde, et je vais répondre à votre question. J'ai bien compris le sous-texte de la question, qui est un peu d'avoir, comme on disait dans l'armée, et comme on le dit encore, un rétex, un retour d'expérience de praticien de la chose. Sur la pratique du journalisme à l'aune du droit, je le rappelle souvent en conférence, on vit quand même sous un magistère depuis maintenant 1976, qui est celui de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et je parle sous le contrôle de l'avocate. C'est le fameux arrêt Handyside. Et je le cite souvent parce que cet arrêt, qui, au-delà de la liberté d'expression, concerne la liberté d'informer, et dit que ça n'est pas rien, il faut l'entendre, il faut l'intégrer, qu'en démocratie, le journalisme consiste à publier des informations, ouvrez les guillemets, qui heurtent, qui choquent, voire qui inquiètent tout ou partie d'une population et d'un corps constitué. C'est notre travail. Nous, on n'est pas là pour faire la maïotique de ceux qui ont déjà le pouvoir de la communication. On est là pour publier des informations vérifiées et d'intérêt public, qui parfois crée une grande intranquillité dans la conversation. Ça ne veut pas dire que le journalisme, ça n'est que ça, mais ça veut dire que le journalisme tel qu'il est consacré par les grands textes internationaux, que ce soit les conventions, les constitutions, la Constitution française ou la jurisprudence, que ce soit celle de la CEDH ou de la Cour de cassation, nous dit que le journalisme peut cela. Alors pour répondre à votre question, la première qui se pose à nous est, je crois, d'abord celle de la responsabilité du journalisme devant la loi. Je suis de ceux qui considèrent que nous devons avoir à répondre devant le tribunal et devant le juge, qui, avant d'être celui de la répression, est celui qui est le garant des libertés, de ce que nous écrivons. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas de ceux qui sont pour un article
premier de la Constitution américaine, merci, où on donne une licence absolue à la liberté d'expression. Je ne suis pas arbitre des élégants, chacun fait comme il veut, voilà. Mais j'aime l'idée d'avoir à répondre devant le juge pénal de cela. Et pour cela, il y a un code de la route qui a été édicté depuis 1881, la loi de juillet 1881, qui est une sorte de dernière conséquence 90 ans après de la Révolution française et de ses promesses pour ses partis les plus démocratiques. Je ne parle pas du robespierrisme et de la terreur, bien évidemment. C'est une loi magnifique dont l'article 1er dit quand même l'imprimerie et l'édition sont libres. Point. Il n'y a pas le sauf d'exception qui tout de suite crée la dérogation, comme on aime bien le faire en droit français, et dicter un principe général et puis ensuite proposer la porte pour pouvoir le contourner. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette loi et la jurisprudence qui l'entoure dit exactement ce qu'est la déontologie du journalisme. C'est cette loi qui nous dit comment nous devons agir quand, à l'aube d'une enquête, pour reprendre votre expression, nous devons publier des informations et nous devons les assumer, y compris devant un tribunal, parce que si des gens s'estiment atteints dans leur honneur et leur considération, c'est la définition de la diffamation, mais c'est bien la moindre des choses de nous poursuivre. C'est la moindre des choses. Et c'est la moindre des choses que nous ayons, nous, à démontrer soit notre bonne foi, soit la vérité des faits, ce qui est vrai, qui est une exception, qui est très rarement, plus que très rarement octroyée par les tribunaux français. Et on peut d'ailleurs un peu s'en désoler, parce qu'il y a une sorte de curseur, c'est un peu le sens de ce que vous disiez, si j'ai bien compris, qui a été placé ces dernières années par la jurisprudence, qui peut poser problème. Alors, moi, il y a plusieurs noms, termes, lois qui ont été évoqués. Prenons par exemple la question du secret des affaires, que je connais bien, parce que j'ai fait partie des membres fondateurs du collectif Informer n'est pas un délit, qui est né un peu comme dans le CID. On était 6 au début, 300 à la fin, quand on a vu surgir dans le débat français, puis dans le débat européen, la question du secret des affaires. Moi, je ne suis pas du tout un ennemi du secret. Il faut du secret en démocratie, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut du secret défense, il faut du secret médical, il faut du secret de la vie privée, il faut du secret de l'enquête, et pourquoi pas du secret des affaires, je veux dire, pour empêcher l'espionnage économique et tout ça. La difficulté et le rétexte qui est celui d'un journaliste qui fait ce métier depuis 22 ans maintenant, c'est que dans le pays où nous sommes, le secret est trop souvent, à mon sens, mal défini et mal contrôlé. Et quand le secret est mal défini et mal contrôlé, alors il autorise à ce qu'on l'utilise pour divertir en réalité la cause qu'il est censé servir. On le voit très bien, ça a été très justement dit sur le Mediator. En effet, je pense que l'assaut de courage qui a été celui d'Irène Frachon pour dénoncer ce qui est non seulement un scandale sanitaire, mais qui aujourd'hui a été jugé comme un délit massif qui a entraîné par le fond, y compris les autorités de contrôle de l'administration, serait plus difficile, si ce n'est voire impossible à sortir. On a vu le secret des affaires qui a été opposé à mes confrères du Monde, dans une affaire également sanitaire. Vous savez, c'était les implants files, où ils ont voulu avoir accès à un certain nombre de données sanitaires qui concernent votre santé, notre santé, et on leur a opposé le secret des affaires pour ne pas informer. À l'inverse du secret, qu'est-ce qu'il y a de plus public qu'une manifestation ? C'est l'une des libertés publiques fondamentales, le droit de manifester, et on ne peut pas faire comme si, dans notre pays, on n'avait pas assisté en 2018 et en 2019 à une explosion d'une réalité documentée, qui sont les violences policières. Ça ne veut pas dire que les policiers ne sont pas eux-mêmes victimes de violences et que ça ne pose pas de problème. Mais nous sommes dans un pays où il y a eu des mains arrachées, où des gens ont été éborgnés, où des gueules ont été ravagées, où des vies ont été fracassées. Bon. La réaction du pouvoir politique a été, par le verbe et celui du président de la République, de dire, vous savez, quand il faisait son grand débat, M. Macron, de dire « Ne me parlez pas de violence policière, il n'y a pas de violence policière dans un état de droit », je le cite. J'ai tendance à penser que c'est exactement l'inverse. Le propre d'un état de droit, c'est de regarder les violences policières et de les traiter. Et que quand on essaye d'effacer les mots de cette manière, on essaye d'effacer la réalité qu'ils sont censés représenter. Et puis, de manière législative, ça a été raconté, l'article du Code de loi, rendre plus difficile la liberté d'informer sur cette réalité-là.
Mais c'est aussi les lois anti-fake news, ça a été évoqué, chacun le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et on sait à peu près depuis Machiavel, qui, je crois, est trop souvent mal lu, c'est en tout cas la thèse de Patrick Boucheron que je partage, on sait depuis Machiavel qu'on ne fait pas une loi pour savoir d'abord comment on va bien l'appliquer, mais quels sont les risques de mal l'appliquer et de la détourner. Bon, et ben, bien sûr, qui va dire, moi je suis pour le mensonge, je suis pour les fake news, je suis pour la falsification des faits. Personne n'est pour. Bon, très bien, à part quelques-uns qui essayent d'en faire commerce pour se présenter à l'élection présidentielle. Mais sinon, en réalité, personne. Et la difficulté, par exemple, de la loi Avia ou d'autres lois qu'on a pu voir, c'est que la prise en compte de ce qu'est la grande intranquillité du journalisme et de ce qu'il peut provoquer dans le débat public n'est pas considérée par une partie du pouvoir politique. Je ne cherche pas du tout à essentialiser, mais par une partie du pouvoir politique. Je peux continuer. L'un des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés dans le journal pour lequel je travaille, qui est un journal qui a commencé avec 26 journalistes, 28 salariés à temps plein. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 130 CDI à temps plein, plus je ne sais pas combien de dizaines de collaborateurs par mois, qui a affaire à peu près à 250 procès depuis qu'on existe. Nous n'en avons perdu, je crois, que 4, et les derniers étaient il y a 7 ou 8 ans, notamment pour des propos tenus dans des interviews. À titre personnel, je n'ai jamais été condamné, mais beaucoup poursuivi. Et encore une fois, nous mettons beaucoup d'énergie et d'honneur à défendre le nôtre devant les tribunaux quand nous sommes poursuivis dans le cadre de la loi prévue à cet effet, celle de 1881. Mais ce à quoi moi j'assiste, c'est le contournement du droit de la presse. Et ça c'est le contournement du droit de la presse par le pouvoir politique et par le pouvoir économique pour précisément contourner le code de la route qui est celui de la pratique de notre profession pour affaiblir le journalisme, voire, pardon l'expression, elle est impropre juridiquement, mais criminaliser le journalisme, délictualiser le journalisme. Ce que je veux dire par là, c'est le reproche qui est souvent fait aux journalistes d'être un receleur. Alors là, philosophiquement, ontologiquement, on pose un grand problème à ce qu'est la philosophie de notre métier. Notre métier, quitte à ce que cela surprenne, consiste à obtenir des informations auprès de gens qui ne sont pas censés nous les donner. Voilà. Voire qui violent un règlement, voire même qui violent la loi pour les donner. Alors c'est très intranquille ce que je dis là, mais ce n'est pas moi qui le dis pour mon petit plaisir personnel, c'est ce qui est dit par les grands textes internationaux, par la jurisprudence française et par la jurisprudence de la CEDH. C'est pour ça qu'on a créé le secret des sources. Le secret des sources, ce n'est pas un petit privilège de journaliste pour se pointer au tribunal, comme vous le dites, et dire secret des sources, j'écris ce que je veux. Si moi je fais ça, je me fais condamner. Et c'est normal. C'est normal. En revanche, le secret des sources, c'est parce que des gens ne sont pas censés nous donner des informations, des documents, et c'est à nous de vérifier les choses. C'est à nous de vérifier l'intérêt public de ce qui est contenu. C'est à nous de confronter ce que nous allons révéler auprès des personnes concernées, ce qu'on appelle le contradictoire. L'intérêt public, c'est ce barbarisme juridique dans la loi de 1881 qui s'appelle la légitimité du but poursuivi. Je suis un peu long. Ce que je veux dire, et je vais aller très vite, ce que je veux dire par là, c'est que ce délit de recel, qui est opposable aux journalistes. Vous savez, le journaliste, quand on fait des articles sur la foi de sources humaines, on dit « Ah, vous n'avez pas de preuves », et puis quand on a des preuves, on dit « Ah, vous êtes des receleurs ». Putain, ça devient compliqué quand même. Mais ça a des conséquences qui ne sont pas neutres pour la pratique du journalisme, et je m'arrête là. C'est l'un des assauts contre la liberté d'informer qui a fait le tour du monde en 2018, c'est la tentative de perquisition de Mediapart. Il faut quand même se rappeler que sous ce pouvoir, mais il ne s'agit pas de jeter l'opprobre contre un pouvoir en particulier, mais quand même, sous ce pouvoir, et j'ai eu personnellement à gérer cela, j'ai vu débarquer au journal 2 procureurs et 3 policiers de la brigade criminelle, excusez du peu, si on s'attache au symbole, ça n'est quand même pas rien, de la brigade criminelle, qui ont tenté de perquisitionner une rédaction parce que nous avions publié des éléments de preuve, des enregistrements, qui sont aujourd'hui versés comme des preuves judiciaires dans un dossier judiciaire, qui montraient qu'un homme de l'Élysée, alors qu'il était habilité au secret défense, quand il était à l'Élysée, faisait commerce avec un pays étranger, un oligarque d'une puissance étrangère proche d'un président qui n'a pas grand-chose de démocratique. Heureusement, grâce au droit,
nous avons pu empêcher la perquisition. Ça n'a pas été un acte de désobéissance civile. C'est parce que nous étions dans le cadre d'une enquête préliminaire et qu'il n'y avait pas de mandat du juge des libertés et de la détention, nous avons pu l'empêcher. Mais imaginez que nous étions mal informés, imaginez que nous ayons mal géré ce moment-là, alors la brigade criminelle et le parquet de Paris auraient pu avoir accès à un nombre d'informations qui auraient mis grandement en difficulté la pratique du métier tel qu'on essaye de la défendre. D'accord, merci beaucoup. Christian, on a parlé beaucoup alors, de textes qui étaient en suspens et on voit bien que le législateur a envie d'y revenir et notamment ton expérience dans le domaine de la télévision et du traitement, je t'ai connu souvent, y compris sur le terrain. Donc comment, à la fois en tant qu'ancien journaliste travaillant sur le terrain, en tant que responsable de rédaction en télévision, comment tu as perçu ces questions et comment tu identifies les problèmes qui se posent aujourd'hui sur le traitement, notamment, comme le vient de l'évoquer Fabrice, notamment des manifestations ou de tout ce qui est mouvement et qui peut avoir lieu sur la voie publique. Merci. C'est exactement ce que je vais essayer de faire. Mais l'avantage de ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on a déjà des éléments de contexte qui nous permettent de ne pas être trop long. Je voulais juste dire un mot sur l'histoire Hulot, mais je vais être encore plus court que toi. Mais nous aussi, au SNG, on a été choqués de cette affaire. Dans la Nouvelle République du matin, un des responsables des assises évoque le terme de prise d'otage. C'est un mot qu'on n'aime pas. Il est employé généralement par la pire des droites quand il y a une grève, en expliquant que les travailleurs de la SNCF, de la RATP prennent en otage le public. Donc pour nous, c'est pas un terme qui convient. Et puis j'ai vu des images hier où on voyait un des organisateurs des assises jouer les Benalla pour repousser les jeunes femmes qui voulaient discuter. Donc j'ai terminé là-dessus. Il n'y a pas les responsables des assises ici. Voilà, mais non, mais quand il reviendra, je lui dirai directement. Mais bref, en tout cas, voilà le contexte. Effectivement, pour nous, et je crois que tout ce qui a été dit par les orateurs qui m'ont précédé fait que l'heure est grave. Moi, l'année prochaine, je fêterai mes 50 ans de journalisme, donc j'ai vu évoluer pas mal de choses, et j'ai vu, et on voit au syndicat national des journalistes, on voit la situation se dégrader d'année en année, et quelquefois de jour en jour. Il y a dans la salle la secrétaire générale du syndicat, Dominique Pralalier, qui suit toutes les actions en justice qu'on lance contre les lois qui nous semblent de plus en plus liberticides, et elle pourra en parler si vous l'interrogez, mais la conséquence, elle est claire, c'est effectivement une pratique professionnelle qui est entravée, et c'est une autocensure qui doit s'appliquer de plus en plus. Hier soir, on discutait avec des consoeurs qui travaillent dans la région, et c'est plus une remontée du terrain, mais je trouve qu'elle explique bien les choses. Ces consoeurs, nous, qui travaillent surtout sur les faits divers, les faits de société, elle nous disait aujourd'hui, tout est verrouillé, l'information est verrouillée et on ne peut plus accéder, comme on le faisait autrefois, par exemple, à un dossier à travers les gendarmes, la police. Tout est verrouillé par les procureurs de la République. La parole officielle est figée. Elle me disait, on apprend par les réseaux sociaux qu'il y a eu un cambriolage dans une boulangerie à tel ou tel endroit. Et on tombe souvent sur des témoins ou des gens qui ont été victimes de ce cambriolage qui disent, attendez, la police est venue, ils nous ont dit qu'il ne fallait pas parler, c'est interdit de parler aux journalistes, etc. Donc clairement, il y a une volonté d'entraver la recherche de l'information. Jusqu'à présent, mes camarades ont surtout traité du traitement de l'information. Moi, j'aimerais insister sur la recherche. C'est-à-dire, même au niveau le plus modeste, un localier ou un journaliste qui veut aller chercher des informations, eh bien, aujourd'hui, le système de verrouillage de l'information est en place et il est en train de se resserrer. Alors, on a également des difficultés importantes, notamment, et ça date de quelques jours, un confrère qui suit une manifestation où des manifestants envahissent un bout de piste d'Orly et on lui colle un timbre-amende à 750 € parce qu'il a juste fait son boulot et il a suivi un événement.
On sait aujourd'hui que, avec les différentes manifestations qui se déroulent en France, les journalistes, une fois, sont entravés par les forces dites de l'ordre, et par ailleurs, on les utilise comme cible quand il y a une matraque ou un lanceur de balles. De balles de caoutchouc, j'entends. Donc, ça, c'est le côté du terrain. Ensuite, bon, moi j'ai une deuxième casquette, puisque le SNJ est cofondateur de la Maison des lanceurs d'alerte, et je suis le trésorier de la Maison des lanceurs d'alerte. On suit de très près à la fois la directive secret des affaires, mais surtout on suit la directive européenne sur les lanceurs d'alerte. Et on s'aperçoit là aussi que la France est très en retard par rapport à l'ensemble des pays qui ont transposé cette directive, et on a un mal fou à essayer, je pense que ça ne se fera pas malheureusement, alors qu'il y a quand même une obligation légale de le faire dans les mois qui viennent. On pense que ça ne va pas se faire parce qu'on sent très bien une volonté politique de limiter la transposition, parce que ce qui va protéger les lanceurs d'alerte, et qui sont pour nous souvent des sources, va s'opposer à ce que la Macronie chérit particulièrement, c'est-à-dire le secret des affaires. Donc là aussi, on est relativement coincé. On a également ce qu'on peut appeler des procédures bâillons, par exemple de quelqu'un qui s'appelle Bolloré, qui, pour des journaux qui ont les moyens, c'est ennuyeux, c'est du temps perdu, c'est autre chose que son travail de journaliste. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est une catastrophe d'avoir ces procédures bâillons, parce que ça coûte une fortune. Et surtout, de la part d'un responsable de rédaction, notre confrère du Télégramme le disait, je pense qu'il n'est pas du tout dans l'autocensure, mais moi je serais aussi à sa place, je dirais aux journalistes, attention, faites gaffe, je multiplierai moi aussi les formations, parce que je pense qu'on doit effectivement, dans les rédactions, se protéger contre ces nouvelles pratiques qui viennent à la fois, et Arfi le disait, à la fois des milieux politiques et des milieux économiques. À la fois, on verrouille la parole, on la contrôle. Bon, il y a quelques années, je travaillais dans un pays pas très loin, qui est la Belgique, où on interviewait les attachés de presse. C'est-à-dire qu'on n'interviewait plus les acteurs de l'actualité, mais on trouvait totalement normal d'aller interviewer. Et je suis arrivé, je me disais, attends, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Ah ben c'est l'attaché de presse. Donc les ministres ne parlaient plus, les patrons de boîtes ne parlaient plus, et c'était les attachés de presse qui donc n'avaient rien à dire, ou en tout cas verrouillaient aussi l'information. Donc je crois que ça fait partie de l'insécurité juridique qui est liée à l'inflation du droit, ou en tout cas à la pratique du droit. Je voulais dire également, je ne sais plus ce que j'avais écrit, donc ça, c'est pas très grave, j'arrive pas à me relire. Si tu arrives à relire, qu'est-ce qu'il y a marqué là, mais oui, je sais pas. Si moi, j'arrive pas à lire mon écriture, tu... Il y a écrit 0, je crois. Bon, on est peut-être arrivé. En tout cas, pour le syndicat national des journalistes, c'est quelque chose de fondamental. On est très inquiet. On est très inquiet parce qu'on voit ce rouleau compresseur qui s'oppose de plus en plus à la pratique professionnelle, qui s'oppose de plus en plus à la collecte de l'information, et qui donc s'oppose de plus en plus au traitement de l'information. Et souvent, les lecteurs nous disent, mais ils sont de moins en moins intéressants, les journaux, et notamment en presse locale et en presse régionale, parce que les journalistes sont entravés, et si on ne peut plus écrire ce qu'on a appris, si on doit finir devant un tribunal et payer à la fois des avocats qui ont le droit de gagner leur vie, c'est bien normal, maître, mais si on doit payer aussi des condamnations, c'est pas normal, surtout dans une presse qui, en ce moment, est en crise financière et ne peut pas se permettre ce luxe. D'accord. Ok. Merci. Je crois que Maître Amélie... Oui, j'aimerais ajouter un petit mot sur l'éclairage juridique. Pourquoi est-ce que finalement, ça coûte beaucoup moins d'argent d'engager une procédure pénale plutôt que de se défendre. Il y a une particularité juridique qui fait qu'une société, un dirigeant, un homme politique qui est mis en cause dans un journal, que ça soit par voie de plainte, il doit verser une consignation qu'on récupère immanquablement en fin de procédure, ou par citation directe. Au bout du compte, même s'il perd, il n'est pas condamné à payer des frais de procédure au journal. Ça, c'est une particularité de la procédure pénale qui a été même contestée devant le Conseil constitutionnel et qui a été retoquée, qui fait que le journaliste qui gagne son procès ne peut pas se voir indemniser des frais de procédure.
Ça, c'est une première explication juridique qui aussi, je pense, explique la multiplication des procédures pénales. Comme en procédure civile, c'est ça? Alors non, procédure civile, on peut être... Voilà, un article 700, mais pas en procédure pénale. La deuxième particularité du droit de la presse fait que la partie civile, le demandeur qui engage une action, peut à tout moment se désister sans avoir à justifier, sans avoir à motiver sa décision, et le procureur de la République ne peut pas décider de maintenir l'action. Ça veut dire que c'est un formidable instrument de communication. Donc on dépose une plainte, on donne une citation directe, on obtient une mise en examen qui est parfaitement automatique en cette matière, mais je dirais que le vulgus pecum ne fait pas vraiment la différence. Donc on lance toute une campagne de communication, on a porté plainte, le journaliste est mis en examen. Et puis après, on attend quelques mois, parce que la procédure est très 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 longue. Les délais d'audiennement à Paris sont complètement délirants. On est à 2 ans et demi de procédure, entre le moment où on dépose la plainte et le moment où on a le délibéré. Et puis on se désiste. Et le journal ne peut rien faire, n'a pas possibilité de contester ce désistement, sauf à démontrer, et les juges ont été très réticents à accorder une procédure abusive. Donc là, il y a une tentative... Oui, plus récente, Fabrice Arfi avait expliqué pourquoi. Parce que pourquoi il faut expliquer, justifier que dès le départ, celui qui a attaqué, en simplifiant, avait une intention de nuire. C'est au-delà de « Ah, j'ai pu me tromper, peut-être que c'était pas diffamatoire, je savais que cette procédure avait peu de chances d'aboutir ». Sur la procédure Bayon, c'est un vrai sujet parce que concrètement, on n'a pas de levier financier qui est utilisé par les magistrats pour contrer cette inflation à l'engagement d'action. Donc sachez que c'est en discussion plus haut niveau de la Commission européenne que c'est prévu à l'agenda d'ici la fin de l'année, et on espère que sous l'influence européenne, ça redescendra ensuite devant les juridictions nationales qui vont, j'espère, appliquer ça de manière un peu plus rigoureuse, parce que, en gros, je simplifie, on peut engager une action quasi en toute impunité et se désister au bout de 2 ans, quand dans le débat public, l'affaire a été largement oubliée, et tout ce qui reste finalement, c'est une action a été engagée. Oui, très rapidement, parce que c'est un peu fondamental, et comment dire, c'est un peu les arrière-cuisines que le grand public ne voit pas, mais qui n'est pas sans conséquence. Premier point sur ce qui a été dit. Comme ça a été très bien expliqué, le procureur de la République qui, en droit français, est celui qui a l'opportunité des poursuites, pour une raison simple, c'est qu'il représente le ministère public, qui représente la société dans le droit pénal, qui n'est pas le droit civil des personnes contre les personnes. Il peut ouvrir des enquêtes sur à peu près tous les champs des délits possibles, sauf quelques-uns, et notamment la diffamation. Et notamment l'atteinte à la vie privée. Pour une raison simple, c'est que le ministère public ne peut pas se substituer au sentiment de la personne privée d'avoir été diffamée ou atteinte dans sa vie privée. Donc, intellectuellement, c'est parfaitement normal. Et dans les procédures, en effet, classiques, on est mis en examen quand il y a un faisceau d'indices graves ou concordants qui fait croire au juge d'instruction que vous avez commis un délit. Et donc, ça a du sens, la mise en examen, dans n'importe quel type de poursuite de délit, sauf dans la poursuite en diffamation. Parce que le juge d'instruction a interdiction légalement de faire l'enquête pendant l'instruction. Quand on est convoqué à la police ou devant un juge d'instruction, quand on est poursuivi en diffamation, les seules questions qu'on nous pose, c'est « Êtes-vous bien Fabrice Arfi ? Oui. Êtes-vous bien l'auteur de l'article ? Oui. Avez-vous une déclaration à faire ? Non. » Et donc l'enquête ne peut se faire qu'au procès. Mais pour que procès il y ait lieu, il faut être renvoyé devant le tribunal. Et pour être renvoyé, il faut être mis en examen. Donc la mise en examen est automatique. Mais jusqu'il y a encore peu, l'agence France Presse faisait des dépêches quand un journaliste était mis en examen parce que la partie adverse communiquait dessus. Et c'est extrêmement... Bien sûr qu'il faut faire des dépêches ou informer quand il y a la mise en examen de n'importe qui est accusé de braquage, de corruption, parce que ça a du sens judiciaire. Pour un journaliste, ça n'en avait pas. Mais ça permettait de faire une communication outrancière. Ah, SoFoot, ils ont été mis en examen, Mediapart, ils ont été mis en examen, c'est bien qu'il y ait un soupçon sur eux. Non, en l'occurrence, il n'y a pas de soupçon judiciaire. Et pour répondre à la question de la procédure abusive, c'est très dur, mais on peut y arriver. Nous, on y est arrivé 3 fois dans l'histoire du journal, notamment au tout début de l'histoire de Mediapart. Une enquête avait été publiée par Laurent Mauduit sur les caisses d'épargne, et les 11 membres du conseil d'administration
ont chacun déposé une plainte contre le journal. Alors que c'était comment dire, la personne morale, en quelque sorte, qui était ici mise en cause et représentée. Il y a eu une procédure. Laurent, qui a des preuves encore plus longues que ces articles, c'est dire, avait un dossier extrêmement constitué. Et ils ont retiré leur plainte. Et ça, moi, je trouve ça, mais on est très souvent confronté à ça, parfaitement scandaleux. Encore une fois, on est responsable devant la loi, des gens veulent nous poursuivre, c'est normal, mais on y va à la loyale, et on y va jusqu'au bout. Et le bout, c'est le procès, c'est le moment public de ce débat-là. Et en fait, utiliser la justice pour faire de la communication, faire dépenser de l'argent à ses adversaires, épuiser le débat public, et surtout poursuivre, c'est faire peur aux autres. Je l'ai vu 1000 fois avec des copains et des confrères et des copines et des consoeurs dans les journaux. Ah, ils vous ont poursuivi, ben moi, ma rédac, voilà. Nous, on est un journal parce qu'on a la chance, mais je suis pas là pour faire l'article de Mediapart, c'est pas mon propos, mais il se trouve qu'on a une indépendance absolue et des moyens très importants. On gagne beaucoup d'argent qu'on investit dans le journal et dans le journalisme en permanence. Il n'y a plus d'actionnaires, on appartient à une fondation, on n'a jamais versé de dividendes. Donc ça veut dire qu'on peut assurer nos arrières pour ça. Donc, ça ne nous impressionnera absolument jamais. Mais bien sûr que ça peut impressionner dans d'autres rédactions. Et donc, ces plaintes-là, elles ont des effets dissuasifs. Et donc, il faut aller au bout. Il faut, quand on peut le faire, les poursuivre et, si possible, les faire condamner pour procédure abusive, parce que c'est une façon, de leur part, de truquer le débat public. Et ça, je trouve que c'est pas acceptable. D'accord. Merci, bien entendu. Je peux rebondir très rapidement sur ce qui avait été dit tout à l'heure par Fabrice sur ce soupçon de délinquance. Dans le concret d'une rédaction de terrain comme le Télérum, le fait que le journaliste devient de fait, quelque part, un délinquant parce qu'il cherche à informer, il cherche à se renseigner, et ça se sent aujourd'hui sur le terrain. Je vais vous donner des cas récents. Lorsque vous arrivez au niveau du gendarme de permanence, de l'officier de police qui traîne sur un terrain d'enquête, cette méfiance à l'égard des journalistes, on commence à la sentir. Exemple récent, dans une ville bretonne, affaire de stup, la nuit est agitée, on va enquêter dans le quartier. Le lendemain, la journaliste arrive avant même la police. La police arrive, il y a un jeune officier qui visiblement ne connaît pas la loi de 1880, ne connaît pas l'état de droit, ne connaît pas la démocratie, et qui l'agresse aussitôt, y compris physiquement, lui montre son arme et lui dit en gros, vous n'avez rien à faire là. Pour vous dire que jusqu'en bas de la hiérarchie des institutions, je vais peut-être mettre de côté les magistrats, mais au moins côté police, gendarme, et j'inclus les pompiers qui sont normalement des sources pour la presse locale, il y a un déficit de connaissance de ce qu'est un média, ce qu'est la liberté d'expression, la liberté d'informer qui se ressent. Autre exemple récent, un journaliste de terrain qui couvre un fait divers, un meurtre dans une affaire de stup. On donne l'identité de la personne tuée parce que on a le droit de le faire et qu'on considère que c'est une information dans un quotidien local. La conjointe de cette personne tuée s'en plaint, va voir le procureur, qui, pour en gros dire à la jeune femme « je vais faire quelque chose », demande à un gendarme de convoquer mon journaliste pour lui dire voilà. Donc le procureur ne dit pas à cette jeune femme « mais le Télégramme a fait son boulot ». Il n'y a pas d'infraction, il n'y a rien. Il demande à un gendarme d'aller entendre notre journaliste. Vous comprenez le message pour le gendarme, c'est « ah, donc le journalisme a quand même fait quelque chose d'interdit ». On s'y est opposé, évidemment. On a fait savoir au proc et aux gendarmes que le journaliste n'irait pas à cette convocation. Mais vous voyez le lent délitement qu'il y a. Et en parallèle, aujourd'hui, les gendarmes, les pompiers créent des comptes Facebook et alimentent leurs comptes Facebook avec les informations qu'aujourd'hui ils ne nous donnent plus. Voilà, quelqu'un se tue sur la route, vous l'apprenez par le compte Facebook de la gendarmerie des Côtes-d'Armor. Enfin, donc l'enquêteur devient médiateur, la tête est à l'envers et on voit bien la dégradation intellectuelle qu'il y a en bas de tout ça. Je ne parle pas des pompiers, qui est assez une vision des pompiers aussi sur ce qu'est un journaliste qui nous inquiète parfois. Et c'est ce qu'on est en train de construire. C'est ce lent délitement de c'est quoi une démocratie dans laquelle on a le droit d'informer. Je vous parle de petits faits locaux, je ne vous parle pas de grandes enquêtes comme celles que Fabrice ou Franck peuvent faire. En 30 secondes, et pour compléter ce que tu viens de dire, on a des témoignages de plus en plus réguliers à la permanence juridique du SNJ, de journalistes qui nous disent que aussi bien les flics que la gendarmerie, quand ils s'approchent trop et qu'ils font leur enquête journalistique sur un fait divers, on les accuse de violer le secret de l'instruction. Et on les menace très clairement, pas uniquement avec leur arme, ce qui est souvent elle n'est pas chargée, j'espère, mais et c'est quelque chose qui remonte de manière régulière.
Donc je pense qu'il doit y avoir une consigne qui a dû être donnée quelque part dans une école de police ou ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est ça. Voilà. J'ai envie, excusez-moi, j'ai envie quand même de revenir sur. On parle souvent d'éducation aux médias, mais j'ai l'impression que vous avez aussi un boulot à faire de ce côté-là. Parce que je me souviens avoir travaillé il y a déjà une vingtaine d'années sur des questions de traitement de grands procès et avoir entendu à chaque fois que des témoins se présentaient à la barre expliquer qu'ils n'avaient pas pu parler à la presse parce qu'on leur avait dit que c'était interdit. Or ça, il me semble qu'on ne devrait pas laisser passer ce genre de propos et laisser penser effectivement qu'il y a une interdiction au nom du secret de l'instruction pour les témoins, pour les observateurs de parler. Alors au moment du procès, en plus, il n'y a plus de secret d'instruction. Le secret Oui, d'instruction est terminé au moment. Non, mais vous avez, vous avez 100% raison et ça fait écho à ce qui a été dit. Il y a un déficit culturel dans ce pays auprès des institutions de ce qu'est le journalisme et de ce que peut et doit le journalisme en démocratie. Bon, on ne va pas faire un cours d'histoire politique, mais ça peut tout à fait se comprendre dans ce que sont les racines politiques de nos institutions. On n'est pas aux États-Unis. Pour le coup, tout à l'heure, j'ai dit que le premier amendement n'était pas, de mon point de vue, le paradis, parce que je pense qu'il n'y a pas d'absolu, que ce soit dans le secret ou dans la liberté. Mais la démocratie américaine est une démocratie qui est née avec le journalisme de masse. L'un des rédacteurs de la Constitution, Benjamin Franklin, est quand même un journaliste. Donc ça va ensemble, c'est allé ensemble, mais parce qu'ils ont une histoire, y compris territoriale, qui est liée à ça, et donc ils ont une culture, et on voit bien à quel point les institutions peuvent résister à des dérives autoritaires. Par exemple, Trump, les institutions américaines ont tenu. Et on voit bien, à contrario, en France, comment malheureusement les institutions parfois dévorent les hommes, et les hommes dévorent les institutions et les soumettent à des réactions claniques. De quoi parlons-nous? Non, avant. Vous le sachiez parce que sinon. Ah oui, pardon. Sur le déficit de culture. Non, mais c'est là où je voulais en venir. Voilà, ce qui a été dit, ce qui a été formation. Tout à l'heure, non, mais parce que ça a été dit, peut-être pas les magistrats. Si les magistrats. J'interviens souvent à l'École nationale de magistrature pour des conférences comme on fait là, des ateliers. Dans le tronc commun de formation des magistrats, il n'y a pas une seconde d'initiation au droit de la presse. C'est-à-dire que les magistrats ne savent pas du tout ce qu'est la loi de 1880, sauf les magistrats spécialisés, ceux de la 17e chambre à Paris. Il y a aussi maintenant une chambre spécialisée à Lyon. Il n'y en a pas du tout dans tous les tribunaux. Et donc on est face à des praticiens de la chose publique, et quand même des magistrats, ça n'est pas rien, qu'ils soient procureurs, juges ou peu importe, qui ne savent pas ce qui est, y compris le corpus légal dont ils sont les garants de la pratique du journalisme. Ce qui fait qu'on peut dire à des témoins, vous n'avez pas le droit de parler au moment du procès. Mais enfin, la liberté, les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de parler à la presse, ils parlent à la presse. Ouais, voilà. Et c'est pas que dans la police, c'est pas que la gendarmerie, en effet. Voilà. Et quand... Je prends l'exemple de l'actuel président, mais je pourrais prendre les précédents. Quand le mauvais exemple vient d'en haut, et qu'on a, au moment du surgissement, je vais reparler de l'affaire Benalla, un président de la République qui dit « nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité », bon, eh ben, la théorie du ruissellement, à mon avis, n'est pas celle économique, mais celle du mauvais exemple sur ce qu'on peut considérer du journalisme là-dessus. Les autorités... Ça moi, je l'ai vécu. Macron, pour le coup, c'est fou la façon dont il considère la presse. Nous, il se trouve qu'on l'a interviewé un jour dans Society, et Sibeth Ndiaye, qui s'occupe de sa communication, nous appelle, et appelle le journaliste d'abord, et dit il est hors de question que l'article paraisse comme ça. Donc il demande à relire. Alors ça, les personnalités politiques demandent à relire, pour ceux qui ne savent pas, demandent à relire les articles. Moi, je vais vous dire une chose, ça ne me gêne pas du tout. Relire, ça dit relire. Ça dit pas réécrire. Enfin, les mots ont un sens, en fait. Donc moi, qui veux relire un truc avant qu'il paraisse, ça les amuse, de toute façon, il va paraître. Donc, ça le changera pas. Qu'ils le lisent une semaine avant, moi, je m'en fous. Mais qu'ils le réécrivent, par contre, ça, c'est un peu différent, en fait. C'est une autre notion, quand même. C'est pas le même terme. Et ça, par contre, moi, je suis pas trop fan. Et là, en l'occurrence, ils appellent un journaliste qui s'appelle Luca Vianney-Coppola, et ils lui disent l'article ne peut pas paraître comme ça, c'est impossible. Donc Lucas, il est un peu surpris, il dit appelez Franck parce que moi je sais pas quoi vous dire. Moi j'ai écrit l'article, point barre. Et c'est une interview, hein, c'est pas une enquête sur le président, c'est une interview. Donc il a retranscrit la parole présidentielle, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une retranscription. Et Sibeth Ndiaye m'appelle et me dit écoute, c'est pas possible, c'est trop long.
Je dis, bah ça, c'est extraordinaire comme argument, quand même. C'est la directrice de la publication. Non, mais je lui ai dit, bah, c'est trop long. Qui trouve ça trop long, en fait? Parce que, à la limite, moi, je peux le juger. Si c'est trop long, je vais le couper, mais que toi, tu trouves ça trop long, je m'en fous. Non, le président trouve ça trop long. Je dis, bah, le président peut devenir rédacteur en chef de Society, et je vais devenir président de la République. Je pense que les choses iraient mieux. Mais, en l'occurrence, je m'en fous qu'il trouve ça trop long, en fait. Ça ne me regarde pas. C'est sa vie. Bah, tant pis. Quand il le lira, il se dira, il ira peut-être pas au bout. Et peut-être plein de gens n'iront peut-être pas au bout d'ailleurs. Mais ça, c'est trop long et chiant. C'est de sa faute en fait. Enfin, je veux dire, moi, j'y peux rien. C'est auto-ennuyé. Ouais, apparemment. Il se lisait, il se faisait chier. Bon, je suis relou. Bon, le mec a une conception du journalisme qui est de la communication. Il s'est trompé. Quand tout à l'heure tu disais, en Belgique, ils interviewaient des attachés de presse. Mais c'est ça, il aurait fallu qu'on interviewe Sibeth Ndiaye, quoi. Ce qui aurait été dramatique. Mais c'est fou de penser ça. Enfin, c'est-à-dire que quand Fabrice citait 2-3 sorties quand même présidentielles qui sont dingues, enfin, je veux dire, quand on est président de la République, mais on en rigole. Et c'est effectivement, et moi, sur le moment, en vrai, Sibeth Ndiaye, quand elle m'a dit ça paraîtra pas comme ça, je lui dis, bon, ça reste à prouver, mais elle m'a dit, bah, t'auras plus jamais le président. Je dis, j'en ai rien à foutre, en fait. Je m'en fous, c'est sa vie. Moi, c'est pas grave. En plus, il faisait même pas la couve. Je lui ai dit, tu lui diras, c'est pas de chance, c'est Maria Carré en couverture et lui, il est juste en appel de une. Donc, c'est dramatique, mais bon. Ça sera très court. C'était un peu désobligeant, mais bon, bref. On en rigole, mais en vrai, c'est en termes de message, la façon dont le journaliste, parce que ce qu'on dit là, finalement, revient quand même à un truc, c'est le mépris envers la pratique journalistique. Alors, et je n'accuse pas que le président, les journalistes sont aussi responsables. Il y a aussi des mauvais journalistes, il y a aussi, et je suis d'accord avec Fabrice, le journaliste a à répondre aussi de ses actes quand il faute. Ça arrive. Une fois, on a perdu un procès à cause d'une mauvaise journaliste. Bon, elle a fait qu'un article chez nous, mais c'était un mauvais article et elle avait tort. C'est normal de punir quand quelqu'un, ou en tout cas de devoir répondre de ses actes quand on faute. Mais, globalement, on ne peut pas non plus conspuer le journalisme et le mépriser au point de ce qui est fait aujourd'hui dans ce pays. Et la considération pour le journalisme comme juste un organe de communication, ce qui n'est absolument pas. Je veux dire, le journalisme est l'inverse d'un organe de communication. Je ne vais pas reprendre ce que disait Fabrice tout à l'heure. Mais c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est même pas proche ou cousin. C'est exactement l'inverse, en fait. Et donc, considérer que le journaliste doit obéir au pouvoir parce que le pouvoir a envie de délivrer telle information et donc du coup il faudrait servir cette information-là et penser que les journalistes ne sont là que pour ça, ce qui est le cas aujourd'hui du président de la République en l'occurrence, c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est effectivement donner après liberté à tous, et alors aux flics, etc., aux entreprises, de se dire, bon, bah, les journalistes sont là uniquement pour nous faire chier, donc on va les attaquer, ou alors il faut qu'ils disent ce qu'on a envie qu'ils disent. Et ça, c'est un souci. Ok. Je vais... les Mitterrand et les chiens, c'était la même chose. Oui. Oui. J'attaque Macron, mais parce que t'as un peu de lien avec Mitterrand. Non, pas avec Mitterrand, mais avec quelqu'un. Je voulais pas allumer Fabrice qui lui a répondu à Mitterrand sur le sujet. Bien sûr, un temps de chien. Je voulais rebondir sur tes derniers propos, Fabrice, c'est-à-dire effectivement cette méconnaissance des journalistes de la part des magistrats. Effectivement, moi, il m'est arrivé d'animer des sessions à l'ENM, et notamment en formation permanente, où justement c'était notre boulot de leur expliquer comment ça marchait. Mais je voulais rebondir parce que c'est d'autant plus préoccupant que dans la procédure, comme ça a été dit tout à l'heure, il est très, très fréquent qu'on ne puisse pas démontrer les choses et qu'on soit obligé de se référer à la notion de bonne foi. Et cette notion de bonne foi, elle a été complètement, je dirais, construite, enrichie d'une certaine manière par la jurisprudence et par donc le travail des magistrats. Et donc c'est l'occasion de me tourner vers Marc-François Bernier, qui est justement sur ce sujet-là, ou donc dans le cadre du Canada, où précisément il y a aussi cette production, je dirais, par la jurisprudence d'une conception du journalisme et de la déontologie journalistique venant donc des magistrats. Oui, juste ici, parce que je ne vais pas vous contaminer. Je suis en vedette américaine.
Écoutez, donc je suis professeur à l'Université d'Ottawa et je voudrais juste, peut-être ça va contraster beaucoup avec votre tradition ici. D'abord, au Québec, au Canada, il y a une loi sur la presse, mais ça tient là-dessus. Hein. C'est quelques articles, c'est surtout pour le dépôt légal. C'est surtout ça. Mais c'est inspiré de 1881. Et puis, il y a il y a 3 mois pour entamer des poursuites, faire la mise en œuvre, déposer une mise en demeure, et puis après ça, 3 ans. Mais essentiellement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, d'abord, il n'y a pas de tribunaux spécialisés. Le journaliste, dans la jurisprudence, c'est marqué, le journaliste, devant la loi, est comme le plus humble des citoyens. Tout le monde est soumis aux mêmes droits. C'est du droit civil. Au Canada, c'est le common law. Je vais me limiter au Québec, qui est un droit civil, donc qui ressemble beaucoup à ce qui se passe ici en France. C'est un droit privé. Le juge est un arbitre devant le demandeur et le défendeur. Donc, il regarde la preuve, la défense, et il se base sur quoi? Sur les textes déontologiques. Dans le droit québécois, les journalistes ont une obligation de moyens. Ils n'ont pas une obligation de résultat. Ils ont droit à l'erreur. Ils ont droit à publier des choses inexactes. Si, d'abord, l'information était d'intérêt public, et s'ils ont fait une bonne enquête, et les juges, comment interprètent-ils ça? Mais ils regardent les textes déontologiques. Ce que les journalistes se sont donnés comme code de déontologie depuis plusieurs décennies. Et il se fie à ça. Et pour être instruit, le juge, parfois, il y a des experts. Moi, je suis expert devant les tribunaux civils. Je vais instruire le tribunal de ce que sont les règles de l'art. Donc, les règles de l'art, c'est la vérification, l'exactitude, l'équité aussi. Est-ce qu'on piège quelqu'un ou on n'a pas piégé quelqu'un? Est-ce qu'on a fait une poursuite avec des caméras? Est-ce qu'on a eu des caméras cachées? L'intégrité, est-ce que le journaliste est en conflit d'intérêts ou pas? Voyez-vous? Donc, en fait, le juge, il interprète la déontologie qui lui est soumise et expliquée par des experts, mais qui, au fil de la jurisprudence, il commence à être aussi bon que nous. Donc, puisqu'il y a plusieurs décisions depuis 1994. Donc, la règle, c'est journaliste raisonnable. Voici le concept qu'on applique. Et vous, qui êtes un petit peu lié à la Cour européenne, vous allez probablement être lié avec ce qu'on appelle le communicateur responsable sur des questions d'intérêt public. Donc, le journaliste étant considéré comme un communicateur au sens large. Et puis, vous allez voir que ça rejoint beaucoup ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les obligations de démarche journalistique. Donc, on a droit à l'erreur, on a le droit de publier des choses qui sont fausses si on a fait une bonne démarche. Mais généralement, une bonne démarche est une bonne garantie pour publier des choses qui sont exactes aussi. Au fond, les deux se rejoignent. C'était juste pour ça que je voulais mentionner que nous, on a une tradition différente, mais plus lourde sur le plan procédural. Puis je n'entrerai pas dans ça, mais un procès peut durer 2 ou 3 semaines. Puis les tribunaux peuvent... les médias peuvent... je vais vous mettre ça en euros, là, consacrer 200 à 300 000 euros dans une cause en diffamation, en défense. Et puis, ce n'est pas toujours remboursé. Donc, souvent, ils vont même qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, de temps en temps, le juge peut exiger qu'il y ait un remboursement des frais judiciaires. Oui. Mais c'est lourd, parce que c'est un procès, c'est un procès civil, mais il y a de la preuve qui est en temps réel. Alors, voilà, c'était juste ça. Vous, en tant qu'expert devant les tribunaux, vous êtes nommé par qui? Par le tribunal ou par une des parties? Non, parce qu'on est dans un droit très britannique. Hein, donc, même si on a une procédure civile, on a une tradition britannique. Et je suis expert d'une des parties, mais le juge n'est pas tenu à mon expertise. D'ailleurs, les deux parties ont des experts. Expertise contre expertise. Mais c'est vrai que ce serait idéal d'avoir un peu l'appel neutre d'un expert. Le tribunal se donne des experts neutres. Ce serait mieux, quant à moi, mais ce n'est pas dans notre tradition. Est-ce qu'il y a beaucoup de témoins? Oui, comme un procès criminel, au fond. Donc, témoins, beaucoup de documentation, et il y a même des interrogatoires au préalable sous serment, assermentés. Donc, déjà, il y a 2 procès. Il y a un procès dans le bureau de l'avocat. Tout est sténographié. Et après ça, les parties voient s'ils vont plus loin ou pas. Et après ça, il y a le procès devant le juge. Merci. Alors, avant de peut-être rebondir sur un peu de temps, il y a des gens qui travaillent, qui produisent de l'information, qui collectent de l'information et qui sont particulièrement fragiles parce qu'ils sont sur des statuts très particuliers, pas de journalistes, mais qui sont les correspondants. Et ces correspondants locaux
se sont ces derniers temps organisés en association. Ils nous ont contactés il y a peu de temps et je leur ai dit, je vais vous donner quelques minutes pour nous expliquer pourquoi vous vous organisez, pourquoi ce statut vous pose problème et pourquoi, peut-être au regard de notre discussion, pourquoi effectivement, comment réagissent-ils ou comment agissent-ils par rapport effectivement à cette question de fragilité qu'on a évoquée. Je vous passe la parole. On n'a que 5 minutes, hein, je suis désolé. C'est en même temps une introduction, c'est la première fois que les correspondants, en tant qu'organisation, s'expriment aux assises du journalisme. Je peux faire la vedette aussi Oui, à fond. Merci beaucoup pour cette invitation un petit peu de dernière minute. On va être sur le sujet, on va glisser sur des zones là, plutôt de non-droit en fait avec la question des correspondants. Donc moi je suis Elina Barbero, je suis correspondante pour le journal Ouest France en Loire-Atlantique. Je suis aussi cofondatrice donc, du CNCLP, le collectif national des correspondants locaux de presse, une association qu'on a créée au début de l'année 2021. Notamment suite à une réflexion après la crise sanitaire sur la fragilité dans laquelle ça nous avait placés, parce que là, du coup, nous, on a eu droit à rien du tout, contrairement aux pigistes ou à d'autres. Nous, aucune indemnité, rien, alors que des correspondants se sont retrouvés avec des revenus qui passaient de 700, 800 euros à tout d'un coup zéro, voilà, pendant plusieurs mois. Et en travaillant un petit peu cette question, on s'est rendu compte que la question du statut, qui avait été écrit en 1987, c'est une loi de 1987, pour le coup, était complètement inadapté à la réalité de notre travail aujourd'hui. Alors, ce que je voulais rappeler quand même, donc on est en France, 30 à 40 000 correspondants locaux de presse, c'est-à-dire autant que de journalistes. Plus même. Sans doute plus de correspondants. Voilà. Dans les rédactions locales, à Ouest France par exemple, il y a 5 fois plus de correspondants que de journalistes. Sur le terrain, ou même à Paris, personne ne sait ce que c'est un correspondant, personne ne fait la différence. Voilà. Aujourd'hui, les articles qu'on écrit dans nos rédactions, c'est pas sur les kermesses, c'est pas sur les tournois de pétanque, etc. Ça, c'est faux, ça n'existe plus. Ces infos-là, elles passent dans des logiciels par les associations, c'est remonté directement. Donc, ce qu'on fait, nous, sur le terrain, c'est des reportages, des interviews, des portraits, etc. On fait des articles clés en main, on nous fournit des petits guides d'apprentis journalistes pour nous dire comment faire. Et on est payé, là, par contre, on a fait des petits calculs, on arrive à des 4 € l'heure. Une photo, ça peut être 2 €. À Ouest France, c'est 4 €. Un article de 2500 signes, c'est 25 €, ça c'est le meilleur tarif, ça c'est le champion. Donc c'est 5-6 fois moins qu'une pige, on ne cotise pas. On nous dit qu'il ne faut surtout pas cotiser, parce que si vous déplacez le plafond de la Sécu, là, ça va faire trop, et du coup, ça va être... Donc, aucun droit, aucune protection sociale, rien, pas de congé, enfin, évidemment, tout ça. Ce qu'on voulait dire aussi, c'est qu'on a souvent le truc de dire « Ah bah oui, mais les correspondants, c'est des retraités, ils sont bien ancrés dans leur village, et puis ils ont des petits avantages, alors ça satisfait tout le monde. » Mais en fait, bah non, c'est faux, il y a des retraités qui sont correspondants. Il y a aussi de plus en plus de femmes, de plus en plus de jeunes et de plus en plus de précaires qui cumulent différents emplois. Voilà. Donc ce qu'on dit, nous, c'est que la presse n'a pas attendu Uber pour créer des travailleurs ubérisés. Et pourtant, on en parle très, très souvent, des livreurs à vélo. Les correspondants, non, ça, a priori, ça sort pas. En tout cas, on n'en entend pas parler dans les journaux locaux. Voilà. Donc on a créé ce collectif, on essaye d'entrer en discussion un petit peu avec le ministère de la Culture, qui a ouvert un tout petit dialogue avec nous. Ce qu'on veut, clairement, c'est changer le statut, aboutir à une rémunération digne, accéder à des droits. Voilà. Merci. Bon, j'avais expliqué ça serait plutôt un échange et que vous pourrez témoigner, mais j'avais un peu sous-estimé les questions de contraintes horaires. On va être obligé de rendre la salle parce que je crois qu'elle va être occupée. L'idée... Pardon.
Alors si elle est occupée seulement à 11h, et si vous êtes disponible, on peut continuer un peu. Sauf si elle est désinfectée après notre départ. Mais... Ah bon? Je ne sais pas. Non, mais si on peut continuer, c'est bien, oui. Non, mais surtout en donnant si on la peut parole. continuer... Ouais. Bon, bah alors on a encore 10 minutes, au moins 10 minutes devant nous. Du coup, je passe la parole à ceux qui veulent bien, effectivement, témoigner. Puis je passerai quand même la parole à Samuel tout à l'heure, parce que peut-être qu'il a quelque chose à nous dire par rapport au sujet des correspondants. Ça va s'arranger au télégramme. Merci. Bonjour, j'aurais une question à poser, parce qu'en vous écoutant, on sent bien que l'un des aspects de cette inflation du droit se termine par une pression financière, finalement. C'est l'un des aspects essentiels. Est-ce qu'il est naïf d'imaginer que les titres de presse se regroupent pour créer un fonds, par exemple, de soutien à chaque fois qu'une question comme celle-là se pose, de façon, à la limite, à protéger les plus fragiles, les titres de presse qui sont fragiles? On a déjà vu que ça commençait dans un autre domaine avec les Forbidden Stories ou avec les Panama Papers. Donc, la tradition du journaliste individualiste qui part seul et qui partage rien avec personne, je crois qu'elle est en train de disparaître. Est-ce qu'on peut imaginer ça de la part des titres de presse? Il faut regarder peut-être, moi l'idée me paraît excellente, mais il faut peut-être demander à Émilie Tripet si on peut, à partir d'un fonds de dotation, payer des condamnations en justice. Alors, non, les condamnations pénales, certainement pas. D'ailleurs, à ce titre, c'est une des exceptions, c'est une tolérance, un usage, que les condamnations à des peines d'amende des journalistes soient prises en charge par la société éditrice. Bon, ça n'a jamais posé de problème pour personne, mais dans le pur respect du droit, c'est pas évident non plus. En revanche, pour la prise en charge des frais d'avocat, de conseil, oui, ça peut être une initiative. Je vais vous demander de vous présenter, j'ai oublié de le faire, qu'on sache à peu près d'où vous parlez. Bonjour, donc Christophe Agnus. Moi, j'ai été très longtemps grand reporter à l'Express. Et dans ce cadre, j'avais été sur un sujet en France. J'avais un cri sur un maire qui avait un peu abusé de pas mal de choses. Et il avait attaqué sur 19 points. Et on a prouvé les 19 points. Et le juge nous a donné un crédit sur 19 points, sauf un, qui était... On avait répété son surnom. On avait toutes les preuves, tous les témoins qui disaient que c'était son surnom de la ville. Et on avait été condamné. Alors j'avais coûté un peu d'argent à mon journal, parce que j'avais coûté 1 franc pour complicité d'injure publique. Donc, et lui, bien sûr, s'est répandu en disant qu'il avait gagné le procès contre l'Express. Donc simplement pour dire que même quand on gagne, on perd. Dans certains cas, on peut perdre. Alors, ouais. Juste, c'était quoi le surnom? Hein? Blanchescu. Ah, d'accord, Blanchescu. 2 francs. Non, mais alors, ça, c'est très intéressant ce que vous dites sur l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux et l'inversion des choses, que quand on gagne, on perd et inversement. Alors moi, j'assiste à quelque chose de très prégnant depuis quelques années dans tous les procès que nous gagnons en diffamation, parce qu'il y a une petite coquetterie liée à la définition de la diffamation. Quand vous êtes poursuivi en diffamation, un juge qui statue regarde d'abord s'il considère les propos poursuivis comme diffamatoires. Ça ne veut pas dire que vous allez être condamné. Ce que je veux dire par là, c'est que le juge regarde s'il s'agit d'une imputation précise d'un fait susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Si en fait vous écrivez que le ciel est bleu, que quelqu'un décide de vous poursuivre pour cela, le juge, pendant le procès, va regarder la phrase et va dire « mais ça, en fait, il n'y a même pas d'imputation diffamatoire. Donc, je n'ai même pas besoin de regarder la qualité de votre travail ou pas. Je ne regarde pas, vous êtes relaxé, il n'y a même pas de délit à poursuivre. » Et si, en effet, ce qu'on écrit, parce que bon, moi je suis bien placé pour savoir, j'écris des choses parfois extrêmement désagréables pour les gens, qui bien sûr portent atteinte à l'honneur et leur considération. Quand je dis que M. Cahuzac, par exemple, détient un compte suisse non déclaré alors qu'il est ministre du budget, ça porte atteinte à son honneur et sa considération. Bon. Donc le tribunal, il avait déposé plainte, mais finalement il l'a retiré. Mais imaginons que le tribunal prenne ce dossier-là, il regarde le passage poursuivi, ils disent bah, oui, les propos, et dans le jugement, c'est écrit, les propos sont des imputations diffamatoires. Et ensuite, le tribunal fait son travail, regarde les éléments de preuve que nous avons produits. Est-ce que c'était d'intérêt public? Est-ce qu'il y a du sérieux de l'enquête? Est-ce qu'il y a de l'absence d'animosité personnelle? Est-ce que nous avons respecté le contradictoire? Est-ce qu'il y avait de la prudence dans les propos? Est-ce qu'on avait des documents? Est-ce qu'on avait des témoins, etc. Et ils disent, au nom de tout ça, nous relaxons le journaliste au bénéfice de la bonne foi. Eh bien, pour autant,
vous retrouverez de très nombreux communiqués de presse de M. Bolloré, par exemple, y compris de l'ancienne procureure du parquet national financier, Mme Houlette, qui nous a poursuivis en diffamation. On avait publié des informations sur elle, eu égard à son traitement d'un dossier judiciaire à Marseille. Elle a perdu. Eh bien, dans tous ces communiqués de presse, je pourrais en citer une dizaine. Comme dans le jugement, il y a marqué que les propos qui étaient poursuivis étaient considérés comme des imputations diffamatoires, le avocat disait « Ah bien, le tribunal a dit que Mediapart avait diffamé. » Et ils ont été relaxés sur une question de droit. Ah mais non, on a été relaxés sur le fond. Sauf que cette communication fonctionne. Elle fonctionne tellement, et ça rejoint ce qu'on disait sur le déficit culturel, que quand on avait écrit sur Madame Houlette, procureure nationale financier, qu'on a été relaxé, j'ai des magistrats du PNF qui m'ont appelé en disant « Ouais, mais c'est quand même embêtant quand même que le tribunal dise que c'était des imputations diffamatoires. » Des magistrats. Et je leur ai expliqué ce que je viens d'expliquer. Des magistrats anticorruption, etc. Et ils disaient « Ah, d'accord, pardon, je ne savais pas. » Et elle, et ça marche. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous vous rendez compte que même au cœur de la magistrature, ça fonctionne. Et ça, il faut vraiment, nous, c'est notre petite bataille avec notre cabinet d'avocats emmené par Emmanuel Tangeman, de demander aux magistrats de trouver une autre formulation pour ne pas laisser prise à ce type de communication qui, en réalité, peut paraître anecdotique, mais jette totalement l'opprobre et alimente mais en fait, ils ont quand même écrit n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. On n'a pas écrit n'importe quoi et on revendique ce qu'on a écrit et ils ont perdu et on a gagné. Sur l'insécurité juridique, je voudrais pas rajouter dans la haute qui est déjà extrêmement lourde, mais 2 points. La loi secret des affaires... Pardon, Dominique Pradalier, journaliste, secrétaire général du SNJ. 2 points qui nous posent particulièrement souci. Dans le secret des affaires, une entreprise a le droit de définir ce qu'est son secret et d'interdire aux journalistes en cours d'enquête de poursuivre son enquête en le poursuivant devant un tribunal en cours d'enquête. Et c'est ça qui est le plus grave, puisque ça contrevient totalement à la loi de 81, disant la presse et l'édition sont libres. C'est ça le plus grave de la loi secret des affaires. C'est qu'en cours d'enquête, on peut t'interdire de la faire paraître. Bon, tu la feras paraître peut-être, mais 2 ans ou 3 ans après, quand le juge aura purgé l'affaire, s'il a le temps de le faire, et voilà. Et deuxième point qui est gravissime en ce moment, toute la France, toute la profession s'est mobilisée contre le fameux article 24 de la loi sécurité globale qui entendait de fait interdire de filmer et de photographier les forces de l'ordre dans des lieux publics, dans des actions publiques, au motif que, bon, ça leur rebroussait le poil, etc. Je suis un peu caricatural parce qu'il commence à me gonfler. Alors, tout le monde est descendu dans la rue, il y a eu des manifestations, il y a eu jusqu'à 500 000 manifestants en une seule journée, etc., etc. Et bien, ça a été recyclé totalement dans la loi séparatisme sous l'article 52, qui est beaucoup plus grave, car lui, il ne punit pas la diffusion de photos ou de vidéos, mais toute information, donc la punition tombera sur le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, ça on peut le comprendre, familiale, on peut le comprendre, ou professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si on pourra dire c'était quelqu'un de la CRS 52. C'est une information professionnelle. Est-ce qu'on pourra dire le RIO, c'est-à-dire le numéro d'identification, il ne l'avait pas? C'est une information professionnelle. Donc comment on va faire? Merci. Non, mais c'est fondamental. Excuse-moi, et dernière chose, toutes ces lois d'insécurité contre les journalistes ont fait que le SNJ a dû engager beaucoup de moyens. On est allé 11 fois devant le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Donc la débauche d'énergie, de temps, d'argent pour notre syndicat et pour tous les journalistes, on défend la profession, mais pour chacune et chacun, vous vous rendez compte ce que ça signifie pour une profession entière. Merci. Je crois que cette fois-ci,
Je crois que cette fois-ci, nous allons devoir rendre la salle. Je ne t'oblige pas à répondre sur la question des correspondants. Si tu as envie de le faire, tu peux les débaucher pour le Télégramme. Tu veux que je réponde ou pas? Oui. Non, c'est comme tu veux. Il t'oblige pas à répondre. Non, juste en 2 mots, c'est délicat pour moi de commenter cette situation, notamment parce que vous partez d'une situation à Ouest France qui a fait des choix avec Info Local de sortir les correspondants de cette information, les tournois de pétanque associatifs que nous, Telegram, on n'a pas mis dans une plateforme contributive. C'est nos correspondants qui continuent à le faire. Ensuite, sur l'ubérisation, autant Uber, il n'y a pas de statut. Les correspondants locaux de presse, vous l'avez rappelé, ont un statut qui est peut-être ancien, qui est peut-être à revoir, mais contrairement à l'ubérisation qui a démarré dans un vide juridique total, le statut du correspondant est reconnu. Au Telegram, il y a 500 correspondants qui ont des honoraires de 5 000 € en moyenne par an. Donc on est sur du complément d'activité. Après, en termes de précarité, en termes d'usages sociaux nouveaux pour faire travailler les gens qui écrivent, la presse régionale n'a pas de leçon à recevoir. On reçoit des journalistes, on recrute des journalistes de Paris, ce qui se passe dans les médias parisiens, on n'a pas de leçon à recevoir. Les statuts d'auto-entrepreneurs maintenant qui sont en train de s'installer, il y a des statuts qu'on découvre qu'en presse régionale on n'ose même pas utiliser. Au Telegram, il y a 215 titulaires cartes de presse payées selon la convention collective. Il y a l'équivalent d'une vingtaine de CDD. C'est-à-dire on a un taux de précarité inférieur à 10%. On ne garde pas les CDD de plus de 18 mois, contrairement à d'autres médias. Donc les leçons de précarisation, si les médias nationaux pouvaient éviter de nous les donner, ça serait pas mal. Bien sûr, c'est juste que dans le débat qui va s'ouvrir sur les correspondants locaux de presse, je veux bien qu'on ouvre le débat total de l'ubérisation de notre métier. Bon. Non, je ne dis pas, il n'y a rien à voir. Je viens de dire qu'il y avait un statut et ces correspondantes interpellent et ce collectif interpelle sur ce statut. Je ne me dérobe pas à la discussion. Je dis juste que la question de l'ubérisation, puisque le mot était employé, n'est pas un sujet qui se limite aux correspondants locaux de presse. C'est un sujet global pour notre profession. Et voilà. Je vous propose de considérer que c'est l'ouverture d'une discussion qui aura lieu la prochaine fois aux prochaines assises. Merci.